Bonjour à tous et bienvenue à 7 jours sur Terre, nouvelle revue de presse pour la semaine du 29 avril 2025. Quel bonheur de vous retrouver alors qu'on a une semaine extrêmement chargée. D'abord, le dossier qui retient l'attention du moins de mon côté, c'est cette crise naissante entre l'Inde et le Pakistan. Si vous n'avez toujours pas pris conscience des événements, il me fera grand bonheur de vous partager l'état de la situation actuellement et on ira avec une analyse aussi exhaustive que possible, avec des cartes, soutien graphique, parce que à mon avis, c'est vraiment le dossier qui mérite le plus d'attention sur la scène internationale actuellement. Pour commencer l'émission, se garder autant de temps que possible pour traiter de l'Inde et du Pakistan. On va traiter nos autres dossiers, que serait une revue de presse sans un détour par les négociations entre la Russie et les États-Unis sur la question ukrainienne. Beaucoup de développements, en fait, en Ukraine cette semaine. Donc, on va essayer de couvrir tout ça. Un tour par le Moyen-Orient également, alors que Israël Israël relance sa campagne contre le Liban, toujours actif à Gaza également. Et on a des nouvelles de la part des rebelles syriens par rapport à la relation avec la Syrie, avec Israël, et c'est extrêmement intéressant. En fait, ça m'a été soumis par une auditrice que je remercie beaucoup pour sa contribution. Washington cherche toujours un compromis avec l'Iran. On a des nouvelles par rapport à ces négociations dont on discutait la semaine dernière, en fait, entre l'Iran et les États-Unis. On se demandait, est-ce que les Américains sont prêts à offrir un compromis? Visiblement, les Américains mettaient beaucoup d'eau dans leur vin. On a des nouvelles là-dessus. En fait, effectivement, les Américains ont dilué leur vin considérablement avec une bonne dose d'eau. Et on se retrouve aujourd'hui avec un accord qui ressemble beaucoup à ce qui avait été proposé aux Iraniens il y a quelques années. Une panne majeure en Europe, c'est ce qui retient beaucoup l'attention de nos collègues et de nos amis européens aujourd'hui, alors que des grandes zones de l'Europe, de l'Espagne et même de la France sont actuellement sans électricité. Il y a question de près de 50 à 60 millions de personnes qui sont actuellement privées d'électricité et c'est vraiment une panne générale. Donc on parle bien sûr des services de transport en commun, on parle des trains, on parle des feux de circulation, on parle d'Internet, de la téléphonie, communication, etc. Tout ça est entièrement désactivé actuellement et indisponible. Donc, ça cause une perturbation majeure. Toujours impossible de savoir exactement à quoi attribuer la panne. Donc, je ne m'avancerai pas trop longtemps sur la situation. Ce que je peux vous dire, c'est de suivre ces développements de très près parce que à l'heure où on se parle, environ midi, lundi matin, il est toujours impossible d'attribuer une cause à ça, mais on n'exclut aucun scénario, y compris une potentielle cyberattaque. Je vous avoue que personnellement, c'est un scénario auquel je ne crois pas vraiment, pour la simple et bonne raison que les circonstances ne se prêtent pas du tout à ce qu'un acteur comme, on présume, la Russie, un des seuls, disons, acteurs hostiles, ouvertement hostiles à l'Europe, un des seuls qui pourrait avoir une attaque de cette envergure, c'est pas le bon timing. C'est tout simplement pas des bonnes circonstances pour que la Russie ait une attaque flamboyante de la sorte contre des pays européens avec un niveau tel de disruption. On est loin vraiment des attaques ferroviaires auxquelles on a assisté durant les Jeux olympiques en France. On a quelque chose de beaucoup plus majeur. Alors, je vous invite à suivre la situation de mon côté. Je n'irai pas plus loin. Une autre situation en développement, celle-ci, j'imagine, aura retenu beaucoup plus votre attention au moment où vous regardez cette émission parce que, à l'heure où on se parle, l'élection canadienne est en cours. Le Parti libéral du Canada, mené par Mark Carney, qui est actuellement le premier ministre par intérim, on devrait utiliser le terme, j'imagine, puisqu'il a été, assermenté, devenu premier ministre canadien suite au départ de Justin Trudeau et non suite à une élection nationale. C'est donc en ce moment une élection pour, on présume, valider le mandat de M. Mark Carney, étant donné que les conservateurs, menés par Pierre Poilievre, plus proche d'une aile populiste, si on veut, et plus proche de la politique trumpienne, telle qu'elle avait été présentée durant, surtout, disons, la campagne électorale, à partir du moment où Donald Trump est arrivé et est devenu président des États-Unis, a montré une telle hostilité vis-à-vis le Canada qu'il est devenu un boulet pour les conservateurs canadiens de s'associer au trumpisme américain. Alors, on a vu, effectivement, on en parlait dans les dernières revues de presse, un revirement total de la situation, alors que d'être associé à Trump, mais plus largement d'être associé à une forme de risque, à une forme de saut vers l'inconnu. Soudainement, ça passait d'un avantage à un désavantage. Alors que les Canadiens voulaient du changement,
Aujourd'hui, ils veulent de la sécurité. Et le Parti conservateur de Pierre Poilievre a été incapable de s'adapter à ce changement de thème drastique de l'élection fédérale. Il faut dire que les libéraux partent toujours avec un avantage dans une élection fédérale canadienne. Les libéraux sont, dit-on, au Canada, le parti naturel de la gouvernance. Je vous mets entre guillemets, bien sûr, parce que c'est une appellation qui est hautement critiquée. C'est quelque chose qui est dénoncé par un certain nombre de partis, d'institutions dans l'opposition. On va dire, il n'est pas normal qu'un État comme le Canada soit incapable d'avoir une alternance saine entre différents partis de gouvernance. Ce qu'on a, surtout, c'est un parti libéral canadien qui va s'alterner de plusieurs mandats au pouvoir pour ensuite une courte pause dans l'opposition avant d'y revenir. Cette dynamique avait été brisée pendant quelques années par Stephen Harper, qui avait réussi à unifier les troupes conservatrices, les conservateurs et les progressistes conservateurs dans un seul parti, et ça avait vraiment brisé, si on veut, la dynamique libérale canadienne. Aujourd'hui, ce à quoi on assiste, c'est que le Canada est de retour à être presque un État à parti unique, alors que les libéraux dominent systématiquement les courses électorales et partent avec une longueur d'avance. D'abord, un appui institutionnel de la part on pourrait l'imaginer, des médias, des grandes institutions universitaires, etc. C'est considéré presque le seul parti politique légitime au Canada, d'une manière. Être conservateur est presque exclu et presque vu comme étant un défaut pour un politicien. On s'attend plutôt de lui qu'il soit au pire centriste, mais les politiques de droite n'ont vraiment pas la cote, malgré d'une manière un contexte culturel hautement favorable au Canada. Si on exclut bien sûr la montée du mouvement Trump et son hostilité vis-à-vis du Canada, on aurait pu présumer que dans le contexte actuel, les circonstances étaient vraiment parfaites pour les conservateurs. Et en fait, ça appellera certainement, je l'espère, à une réflexion profonde, à une introspection au Parti conservateur canadien, à se dire mais c'est pas normal. C'est pas normal qu'avec des circonstances parfaites, qu'avec un contexte culturel hautement favorable, au sens où on a une guerre culturelle qui s'est rangée du côté du conservatisme. On a eu beaucoup de concepts défendus par la gauche des dernières années qui ont été vaincus, si on veut, sur la place publique et sur le théâtre de l'opinion populaire. De l'autre côté, vous avez également un gouvernement libéral qui est extrêmement fatigué, dont les gens étaient épuisés. Et quand même, le Parti conservateur n'est pas capable de gagner l'élection fédérale. Et ça, je vous dis ça en passant avant même que l'élection ait lieu. Comme je vous dis, on est encore lundi, donc soyez indulgents si on a une spectaculaire surprise où les conservateurs sont élus minoritairement. Mais ce qu'on a devant nous actuellement, c'est presque certainement un gouvernement libéral, je présume majoritaire. Il est possible qu'il soit minoritaire avec l'appui du Bloc québécois. Et ça ferait juste confirmer ce qu'on se disait ici, d'ailleurs, au cours des derniers mois, alors qu'on voyait la possibilité. Et je vous prévenais, je vous dis attention, avant même que Trump revienne, je dis attention, on pourrait se retrouver avec exactement la même situation qu'on a en ce moment parce qu'on va installer Mark Carney. Mark Carney va marcher sur l'eau, propulsé par un appui dithyrambique et des commentaires dithyrambiques des médias canadiens. Et on va se retrouver quelques semaines, quelques mois plus tard dans une élection pour en peine tout juste confirmer son mandat. C'est exactement ce qui semble s'être produit en fait là-dessus. Donc, qu'arrivera-t-il avec maintenant la grande question, c'est qu'arrive-t-il des autres? On sait que Mark Carney sera premier ministre du Canada. Le temps nous dira quel genre de premier ministre il sera. Mais je vous le dis encore une fois, je sais que vous êtes en colère et que vous m'envoyez des messages d'injures à chaque fois que je vous dis ça. Mais Mark Carney, jusqu'ici, semble gouverner plutôt comme un centriste modéré, plutôt que comme une gauche radicale. Ce n'est pas par vertu politique, ce n'est pas par conviction idéologique. Je le mentionnais aussi dans les revues de presse précédentes. Ça me semble manifestement être plutôt attribuable à un opportunisme politique, à une forme on voit clairement qu'il y a une culture populaire qui s'est rangée, qui s'est déplacée, devrais-je dire, de la gauche, soit un peu radicale des dernières années sur les enjeux culturels particulièrement, mais aussi au Canada, plus largement sur des enjeux structurels, comme par exemple les questions fiscales, les questions de dépenses sociales du gouvernement canadien, les questions de contraintes imposées par le gouvernement sur la population, on imagine aussi à travers la taxe carbone notamment, mais aussi sur la question spécifique de l'immigration. Ce sont des enjeux qui ont forcé la population canadienne d'abord à se déplacer considérablement vers la droite,
Parce que Justin Trudeau n'existait pas dans une cloche vide. Justin Trudeau était une représentation de ce que voulaient les Canadiens. Les Canadiens s'applaudissaient avec une larme aux yeux d'être cette maison des réfugiés, d'être cette population accueillante qui ouvre les portes à toute la misère du monde, pour reprendre l'expression. Et aujourd'hui, il y a eu ce réveil collectif à travers les dernières années par la crise du logement, par une dégradation des conditions de vie, mais aussi par une réalité qui est de plus en plus explicite, alors qu'on voit que la capacité d'intégration du Canada est arrivée à sa limite. Et ça, c'est s'il n'est pas dépassé déjà. Donc, le Parti libéral, qui était autrefois celui de Justin Trudeau, n'a pas eu le choix aussi de prendre acte de cette nouvelle réalité. Ce à quoi on assiste, c'est donc à un déplacement du Parti libéral considérablement vers la droite. Jamais on nous parlerait d'investissement en matière militaire. Jamais on nous parlerait d'investissement, d'alignement avec des pays européens sur des questions de défense. Jamais on nous parlerait de juste ce genre d'initiative. Ça relève d'un gouvernement qui se voit à travers le monde, qui se voit à travers les yeux des autres et qui essaie d'être valide. C'était pas le gouvernement de Justin Trudeau, un gouvernement qui se voyait seulement à travers, les yeux d'une guerre culturelle que lui-même essayait de mener. À essayer de convaincre les Canadiens de la vertu, du multiculturalisme, etc. Donc, il est impossible de reconnaître quoi que ce soit d'autre. Il est impossible de nommer le problème de l'immigration. Et d'ailleurs, en passant, les libéraux ne l'ont jamais nommé, hein? Les libéraux de Justin Trudeau. Ils en sont sortis en fermant les portes graduellement, silencieusement, en donnant des décrets aux fonctionnaires, en leur disant de réduire les admissions, de couper les statuts légaux autant que possible, de laisser ce qu'il y avait de temporaire expirer. On n'a jamais vraiment reconnu cette politique publiquement jusqu'au dernier jour du gouvernement Trudeau, lorsque Trudeau a été d'une vidéo sur les réseaux sociaux, assis avec sa chemise, pas de veston, pour essayer d'expliquer en jeune qu'est-ce que le gouvernement canadien est en train de faire avec l'immigration. Et n'a jamais reconnu son erreur. N'a jamais reconnu la question idéologique derrière ça, n'a jamais reconnu que c'était une poursuite complètement vaniteuse et futile. Plutôt a seulement dit que c'est le temps de changer d'orientation pour prendre acte non pas de la réalité politique, jamais, mais du fait que la capacité d'intégration du Canada devient de plus en plus près de sa limite. Alors, on présume que nous avons maintenant un gouvernement Carney, gouvernement libéral, j'imagine majoritaire, peut-être minoritaire. La question est de savoir qu'arrivera-t-il des autres chefs. Si on a un gouvernement minoritaire, ce sera excessivement intéressant. C'est pourquoi je ne veux pas trop m'avancer en spéculation. On aura la chance de revenir la semaine prochaine. Mais les grandes questions, c'est de savoir qu'arrivera-t-il de Jagmeet Singh. Jagmeet Singh doit quitter la politique fédérale, qu'il gagne, qu'il perde, qu'il soit minoritaire, ça doit se faire éventuellement. Là-dessus, pas par détestation, je n'ai rien contre le gars, mais c'est juste une question d'expiration politique. De la même manière qu'on a observé l'expiration politique de Joe Biden, on a observé l'expiration politique d'un nombre de politiciens, comme d'abord aussi Justin Trudeau, on doit reconnaître que Jagmeet Singh arrive à la sienne. Ensuite, Yves-François Blanchet au Bloc québécois. Rapidement, moi je vous dis, si on a un gouvernement libéral majoritaire et que le Bloc ne ressort pas avec une performance stellaire, vous êtes dans le futur, hein? Donc c'est facile de regarder ce que je dis et de dire c'est complètement fou, mais ne soyez pas surpris si on voit Yves-François Blanchet quitter pour la politique provinciale, quitter Ottawa, le Bloc, pour la politique provinciale, et ne soyez pas surpris si ce n'est pas avec le Parti québécois. Soyez pas surpris si c'est pour la CAQ. Lancez-moi des tomates, on en reparlera dans 2 ans. On continue avec le premier dossier de quel je veux qu'on se parle, c'est le Moyen-Orient, en fait, alors qu'une frappe aérienne israélienne frappe la banlieue de Beyrouth malgré le cessez-le-feu avec le Hezbollah. On se souvient, ce cessez-le-feu qui avait été tiré, disons, à l'arraché par la communauté internationale, où on avait essayé de mener une médiation entre Israël et le Liban. Ce qu'on avait convenu, c'est-à-dire Israël quitte le Liban parce qu'Israël avait envahi le territoire libanais, disant vouloir se débarrasser de la présence du Hezbollah. On avait repoussé le Hezbollah et le deal, c'était vous sortez du Liban et nous, on désarme le Hezbollah. Israël n'a jamais quitté le Liban. C'est un problème. Alors, le Hezbollah refuse de se désarmer. Ce n'est pas une surprise. Maintenant, ce qui est aussi prévisible, c'est de voir la reprise des hostilités entre les deux camps, alors que ce cessez-le-feu, au fond, est un peu invalide et caduc. Israël a donc repris les opérations aériennes sur Beyrouth, sur la capitale libanaise, avec des frappes importantes
On a prévenu, on a télégraphié la frappe, on a averti la population, il y a une évacuation précédant tout ça, mais il demeure qu'Israël a mené des frappes considérables dans la banlieue sud de Beyrouth, malgré le cessez-le-feu. Et qu'aujourd'hui, ce qu'on nous dit, c'est qu'on va continuer à frapper tant et aussi longtemps qu'on a l'impression que le Hezbollah est en contrôle, soit de portions, ou encore qu'on est en mesure de s'organiser dans le sud du Liban. Donc, Israël opère toujours sur le territoire libanais en toute impunité. Et ce à quoi ça nous amène, vous le comprendrez, eh bien, c'est un peu à une suspension, ne serait-ce que du processus de paix, mais même du cessez-le-feu lui-même. Ce cessez-le-feu qui était au fond avec l'objectif de désarmer le Hezbollah, mais là, ce qu'on entend, c'est que le gouvernement libanais nous dit « on ne peut pas désarmer le Hezbollah si vous continuez à bombarder le Liban ». Tant et aussi longtemps qu'Israël est perçu comme une menace, le Hezbollah ne veut absolument rien savoir de se désarmer et en fait dit ouvertement que personne ne va le désarmer, ce qui nous amène à la situation stratégique plus largement. Israël est mort de rire. Israël ne voulait pas de cessez-le-feu. Israël voulait occuper le Liban et cherche le premier prétexte pour poursuivre son occupation du Liban. On s'en est parlé, il y a bien sûr des prérogatives politiques pour ce qui est de Netanyahou, alors que sur Netanyahou, Benjamin Netanyahou, premier ministre israélien, est sous énormément de pression politique à l'interne à Israël actuellement, en raison d'abord réforme judiciaire qui a été nulle part. Deuxièmement, juste l'épuisement de la population vis-à-vis de la guerre. Mais aussi, on s'en parlait la semaine dernière, cet épisode hautement publicisé, ce scandale auquel on assiste en Israël, alors que le chef du renseignement intérieur, le Shin Bet, accusait Netanyahou de l'avoir dirigé à espionner contre les citoyens israéliens et même d'aller en contradiction de la Cour suprême d'Israël à la faveur de Netanyahou lui-même, personnellement. Netanyahou est donc sous énormément de pression, veut que la guerre se continue. On a Gaza d'un côté. Gaza, ça semble se normaliser. On va occuper Gaza manifestement. Les Américains n'ont pas un mot à dire là-dessus, au sens, ils pourraient avoir un mot à dire, mais ils ont choisi de regarder dans l'autre direction et même d'encourager Israël. Alors, feu vert. Il ne faut pas surprendre qu'Israël passe à l'action à Gaza. La deuxième situation, si on veut, où on ne peut pas se surprendre de voir Israël passer à l'avant, c'est en Syrie. Même chose, on ne doute pas du tout une réponse syrienne, on ne redoute pas non plus une réponse américaine, on ne redoute pas une pression quelconque de la part de l'Iran. Alors, Israël n'a aucune contrainte, autant à Gaza, en Syrie et maintenant au Liban. Israël est certainement très heureux de voir que le Hezbollah est toujours actif de manière, disons, latente à l'intérieur du sud du Liban. Ce qu'on désire, c'est rien de mieux. Si on se débarrasse entièrement du Hezbollah, alors on doit sortir du Liban. Si on garde le Hezbollah dans sa forme actuelle, neutralisé à toute fin pratique, mais encore existant, même sans état-major, sans leadership, entièrement décapité, alors qu'on a tué tous les leaders, on a détruit l'armement, on a détruit l'approvisionnement, on a mis, pourrait-on dire, en marge l'Iran, le principal sponsor et celui qui aurait pu venir en aide au Hezbollah. On est vraiment dans une situation rêvée et on veut garder le Hezbollah exactement dans cette posture. Pas assez faible pour être en menace de disparition, mais pas assez fort pour être une menace. Juste assez crédible pour dire qu'Israël doit prendre des mesures de manière ponctuelle contre Hezbollah et ça justifie donc une présence sur le territoire libanais, ça justifie une poursuite des hostilités du côté du gouvernement israélien, ça favorise la posture de Netanyahou, bien sûr. Et bon, on s'en parlait dans les derniers jours, dans les dernières semaines, mais manifestement, la stratégie israélienne, elle est passée de la défense à l'expansionnisme. Ce qu'on essaie de faire, c'est de se créer des zones tampons et d'occuper les territoires où on imagine une potentielle incursion vers Israël. Donc, oui, le sud du Liban, oui, Gaza, et oui, le sud-ouest de la Syrie, comme on l'a vu au cours des derniers mois, spécifiquement depuis le mois de mars. Alors, cette campagne qui se continue au Liban. D'un autre côté, une nouvelle qui m'a été soumise par une auditrice, et j'apprécie beaucoup d'ailleurs ce genre de soumission parce que, on n'a pas des yeux tout le tour de la tête et il y a de ces commentaires parfois de ces développements qui passent inaperçus et qui pourtant sont tout à fait pertinents. Cette fois, dans le Middle East Monitor, on apprend que le dirigeant syrien a promis en privé de normaliser les relations avec Israël d'ici 2026. Ce serait, selon un ancien diplomate britannique, M. Craig Murray, qui affirme que le président syrien Al-Shara, donc le chef des rebelles maintenant formant le gouvernement syrien, anciennement connu sous le nom de Al-Jolani, avait assuré en privé au Royaume-Uni
que la Syrie normaliserait ses relations avec Israël, donc reconnaîtrait officiellement l'état d'occupation et échangerait des ambassadeurs d'ici la fin de 2026. L'action du chef du groupe, Tahir al-Sham, M. al-Joanani, vise à attirer un soutien financier occidental substantiel et la levée des sanctions contre la Syrie. J'ai demandé si le retrait des forces d'occupation israéliennes de Syrie faisait partie de l'accord et étonnamment, aucune des deux parties n'a soulevé cette question. Le Royaume-Uni considère qu'il s'agit d'une question bilatérale entre la Syrie et Israël. Et al-Jolani ne semble pas accorder la priorité au retrait israélien. Donc, ce qu'on nous dit ici, c'est que les Britanniques ont parlé avec les rebelles syriens, avec le chef spécifiquement, al-Jolani, devenu al-Shara. Et al-Shara, malgré une occupation israélienne sur le territoire syrien, des frappes multiples qu'on a décrites ici à la revue de presse, alors que Israël a été essentiellement démilitarisé, l'entièreté de la zone près de sa frontière, là, au-delà de la zone déjà démilitarisée et de la zone de partage entre Israël et la Syrie. Israël a mené des opérations très profondément et encore une fois en toute impunité sur le territoire syrien pour créer une espèce de zone tampon. On occupe encore aujourd'hui une portion de la Syrie, on en parlait ensemble encore et on se disait, attention, on serait très surpris qu'Israël cède ce territoire à nouveau une fois qu'on l'occupe. C'est exactement ce qui se produit. Israël occupe toujours une zone tampon en Syrie et le chef syrien nous dit qu'il serait prêt à normaliser malgré cette présence. On imaginerait que la normalisation se ferait en échange d'une concession israélienne, spécifiquement du retrait des troupes du territoire syrien. Ce serait une demande un peu naturelle. Si on est pour être des collègues, si on est pour collaborer ensemble, arrête de m'envahir pour commencer, sans quoi ce serait un peu, disons, une nuisance à la relation. Pas du tout. Les rebelles syriens, al-Jolani est prêt à normaliser, peu importe les circonstances. L'objectif cherché par la Syrie serait donc pas un retrait des troupes israéliennes, mais bien de l'argent et une levée des sanctions, un appui occidental d'une certaine manière. Donc, être normalisé par la communauté internationale, aller serrer des mains à Washington, à Paris et à Berlin, et être vu comme un leader normal. On se dit, quelle est la condition? Normaliser les relations avec Israël. Et les rebelles disent tout ce que la CIA veut entendre depuis qu'ils sont arrivés. Je dis ça ironiquement, je fais des blagues, mais la réalité, c'est que c'est vraiment ce à quoi on assiste. C'est que les rebelles sont arrivés en étant un groupe, disons, on s'entend, sponsorisé par la Turquie. Et dès qu'ils ont pris le pouvoir, ils ont dit tout ce que la CIA et la communauté internationale et tous ceux qui avaient les mains en Syrie voulaient entendre, qui était « On ne fera pas d'oppression contre les Alaouites. On va s'assurer de donner une présence à toutes les confessions en Syrie, à tous les groupes ethniques, pour s'assurer que tout le monde ait une voix et que la cohésion soit maintenue. On ne veut pas de partition de la Syrie. On a tendu la main aux Kurdes pour les faire joindre l'armée nationale plutôt que de les opprimer. Et on a tendu la main maintenant à Israël, au Royaume-Uni, aux États-Unis, à tous les acteurs régionaux. Et d'ailleurs, cette semaine, en passant, un autre développement intéressant, on a appris que, je ne veux pas dire n'importe quoi, que l'Arabie saoudite et le Qatar vont payer la facture pour la dette syrienne à la Banque mondiale. On a toujours une dette de la Syrie envers la Banque mondiale de l'ancien régime. C'était un peu un problème. On se demandait qui allait régler tout ça. Et la Syrie, vous le comprendrez, n'a pas vraiment de millions de dollars à dépenser et à lancer dans le vide actuellement. Donc, on voit des partenaires potentiels. Et ça nous dit très long de quel sera l'alignement de cette future Syrie, alors que l'Arabie saoudite et le Qatar lèvent la main et disent « Envoie-nous la facture, on va régler ça pour toi. Occupe-toi de normaliser ton pays. » Pendant ce temps, les Syriens essaient de normaliser leurs relations avec Israël et avec tous les autres à travers le monde. Et c'est ce que je veux dire par « Ils font tout ce que la CIA veut voir pour tolérer un régime, disons-le ouvertement, islamiste sur le territoire syrien. » Maintenant, la question est de savoir, est-ce qu'Israël devra faire des concessions? Est-ce qu'on devra retirer les troupes du territoire? Est-ce qu'on cherche à en venir à ça éventuellement à travers une négociation, à travers une confiance réciproque? Impossible de le dire pour le moment. Tout ce qu'on sait, c'est que les Syriens tentent manifestement de se normaliser. Parlant de normalisation, on continue avec un article fascinant, cette fois du Wall Street Journal, alors que on apprend développement par rapport à nos discussions de la semaine dernière sur les États-Unis qui mettent de l'eau dans leur vin. Les États-Unis proposent à l'Iran un programme nucléaire civil dans le cadre d'un éventuel compromis. C'est spectaculaire.
vraiment spectaculaire. Il vaut la peine qu'on s'attarde à l'article, aux détails de l'enjeu. Mais on se souvient la semaine dernière, on se disait, les États-Unis semblent être prêts à complètement oublier leur revendication originale, qui était de dire, on ne veut pas que vous ayez de programme nucléaire, hors de question programme nucléaire. Trump était candidat à l'époque, en 2015-2016, alors qu'Obama en vient une entente, le JCPOA, avec l'Iran. Et à ce moment déjà, Trump dénonce en disant « ça n'a aucun sens, vous êtes en train de faire un cadeau à l'Iran, comment vous pouvez leur faire confiance essentiellement ?» C'était le point de dire, même peu importe ce que vous écrivez sur un papier, ils ne vont pas le respecter. Le régime de l'Ayatollah, il vous crache au visage, il crie mort aux États-Unis, aucune chance qu'ils respectent ce qui est écrit sur une entente bilatérale ou même une entente internationale avec les joueurs européens. En fait, en l'occurrence, il est naïf de faire croire à ce régime. Aucune entente ne peut être faite, on doit plutôt y aller par la pression, par la force, et c'était en fait la motivation de cette campagne trumpienne de pression maximale durant le premier mandat, une campagne qui avait été maintenue par l'administration Biden à plusieurs égards, et que Trump avait dit en campagne pour son deuxième mandat, en 2023-2024, qu'il avait l'intention de poursuivre et même d'intensifier, qu'on serrerait encore plus la gorge de l'Iran pour en arriver non pas à un accord nucléaire, mais à l'effondrement du régime. C'est ça, c'est ce qu'on nous disait était le outcome désiré, la finalité. On disait, on va mettre tellement de pression, on va les étouffer tellement, pas qu'ils vont vider leur poche et nous donner ce qu'on demande, qu'ils vont arrêter de respirer. Tout simplement. Ils vont venir bleus, s'effondrer entre nos mains et on va faire ce qu'on veut de l'Iran ensuite. C'était le message et c'était ouvert. On ne se cachait pas de ça. Le régime est au bord de s'effondrer. On lui a mis des sanctions. Les gens sont dans les rues. Les gens sont en colère. Vous vous souvenez de ces manifestations qui ont fait grand bruit en Iran au cours des dernières années. Manifestations contre, disons, l'aspect rigoriste du régime qui empêchait les femmes, notamment, de se présenter en public sans être entièrement couvertes, ou du moins sans porter au minimum un certain niveau de couverture. Ce que vous avez de l'autre côté, avec aujourd'hui cette entente qui est proposée aux Iraniens, on a un renversement de scénario total. On leur dit non seulement, on est prêt à faire une entente avec vous, à lever les sanctions, mais on est prêt à faire tout ça, non pas en échange de l'abandon total du programme nucléaire iranien, mais en échange que vous acceptiez de le tenir à un programme civil, ce qui était exactement ce qui avait été demandé par l'administration Obama, qui reconnaissait la légitimité d'un pays, peu importe quel soit-il, qu'il soit l'Iran, le Pakistan, la Chine ou le Rwanda, peu importe, vous avez le droit à l'énergie nucléaire parce que développement durable, transition énergétique, blablabla, blablabla, c'était les points qu'on utilisait. Je ne dis pas qu'ils sont invalides, mais c'était les bullet points, c'était les éléments qu'on présentait pour justifier tout ça. Aujourd'hui, on disait absolument, vous pouvez avoir un programme nucléaire et encore mieux, on va s'assurer que vous ayez un approvisionnement en carburant. Et c'est là un peu que les Américains essaient d'avoir un compromis. Parce que la première entente qui avait été signée par les États-Unis, par Obama spécifiquement, ce qu'on disait, c'était « vous n'avez pas le droit d'enrichir l'uranium au-delà d'un certain niveau ». Si je me souviens bien, c'était 3,67 %. Il faut 90 % d'enrichissement pour être capable de produire une arme nucléaire. On dit qu'en ce moment, l'Iran possède assez de matières premières pour faire environ 5 à 6 ogives nucléaires. Cependant, le niveau d'enrichissement auquel sont les Iraniens en ce moment, ce n'est pas 3 %, c'est 60 %. Et c'est ce qui fait monter la pression, si on veut, sur la communauté internationale. Alors qu'on se dit, lorsqu'on a négocié en 2015, la situation était beaucoup plus enviable. On avait, oui, un certain niveau d'enrichissement, mais on était en mesure de ramener tout ça à la baisse. On donnait le droit à l'Iran d'avoir ses propres centrifugeuses, donc de mener son propre enrichissement. Tout ce qu'on disait, c'est on veut les inspecter, on veut voir vos sites. Vous avez juste le droit de les avoir dans certains endroits. On va aller voir les sites, les inspecter et s'assurer que vous ne dépassez pas les niveaux permis, les quantités permises et que c'est effectivement un programme civil. Aujourd'hui, les Américains reviennent essentiellement à cette formule en disant vous avez le droit à un programme civil, mais vous n'avez pas le droit de produire votre propre carburant. Donc, uranium, plutonium, peu importe ce qu'on utiliserait dans le processus, parce qu'il y a quand même différentes possibilités, ce serait plutôt acheter de l'extérieur. C'est une solution qui a déjà été évaluée par le passé. On l'avait
un peu marginalisé parce qu'on se disait, ben écoutez, c'est pas normal pour un pays, surtout l'Iran avait refusé tout ça en disant on ne devrait pas être dépendant d'un autre État pour notre approvisionnement en énergie. C'est un argument recevable de dire, ben écoutez, si on a des centrales nucléaires, on devrait être en mesure de s'approvisionner nous-mêmes et d'enrichir notre propre uranium. C'est un argument recevable, mais on pourrait opposer à ça un contre-argument, comme quoi il y a beaucoup de pays qui sont dépendants énergétiquement pour leur approvisionnement. La Chine, notamment. Les États-Unis, pendant une éternité, jusqu'à très récemment, jusqu'à 2013, 2014, on est devenu indépendant énergétiquement et même des exportateurs. Avant ça, on était des importateurs d'énergie, comme beaucoup d'États dans le monde. Donc, cet argument comme quoi un pays ne peut pas être dépendant d'une source extérieure d'approvisionnement pour son énergie, c'est pas vrai. C'est tout simplement pas vrai. C'est de la gesticulation politique de la part de l'Iran, mais c'est l'argument qu'on nous présente actuellement et c'est pourquoi les États-Unis essaient d'arriver à un compromis, de dire, écoutez, on peut vous donner un programme nucléaire, mais c'est fini l'enrichissement. Vous vous êtes montré, disons, indigne de notre confiance vis-à-vis l'enrichissement de l'uranium. Et on pourrait avoir les deux positions là-dessus. On pourrait dire l'Iran a raison, parce que l'Iran a respecté les conditions de l'accord, d'autant qu'on le sache, jusqu'à ce que les Américains se retirent de l'accord et commencent à briser l'accord dans son esprit, dans sa forme. Alors, les Iraniens, en réponse à ça, se sont mis à enrichir de l'uranium à des niveaux de plus en plus élevés. Donc, c'est un peu une négociation en soi. Aujourd'hui, la question est de savoir est-ce qu'ils ont droit ou pas à leur propre centrifugeuse. Manifestement, la question n'est plus du tout sur le programme nucléaire. Et c'est pourquoi je vous dis que c'est spectaculaire. On ne négocie plus le droit ou non de l'Iran d'avoir son programme nucléaire civil et d'avoir des installations capables de produire en tout temps une arme nucléaire. Plutôt, on est en train de négocier à dire qui va vous approvisionner. Est-ce que c'est l'Iran? Est-ce que c'est un pays allié? Est-ce que c'est les États-Unis? Est-ce que ce sera un pays tiers? On continue avec un autre commentaire, cette fois qui nous vient sur l'Ukraine. Une histoire très intéressante, en fait, parce qu'on en entend très peu parler, alors que l'Ukraine essaie de renouveler, de restructurer sa dette, en fait. Longue histoire courte. En 2014, l'Ukraine se fait envahir par la Russie en Crimée. La Russie prend la Crimée spécifiquement et se met à occuper le territoire. L'Ukraine répond un peu mollement à tout ça et la réaction de la communauté internationale, c'est de dire on doit armer l'Ukraine, on doit lui donner encore plus de munitions, encore plus d'approvisionnement, lui donner de l'argent pour qu'elle puisse s'armer elle-même et construire, si on veut, une forme de résilience. Et donc, la communauté internationale, par là, j'entends surtout des fonds d'investissement, notamment BlackRock, etc., ont fait des prêts très importants à l'Ukraine, de plusieurs milliards de dollars. Et dans les conditions de remboursement, on est toujours en 2015 en passant, avant le début de la guerre avec la Russie aujourd'hui. Dans les conditions de remboursement, on disait que, écoutez, on comprend qu'actuellement, vous n'avez pas des moyens extrêmes de rembourser, des grands moyens pour nous faire des paiements parce que vous venez de vous faire envahir, ça a coûté relativement cher, vous essayez de lancer un développement économique. Donc, on écrit dans le contrat, vous allez nous rembourser X montant si jamais votre croissance économique est à 3 % et moins du PIB. Et si vous avez une croissance économique plus grande que 3 % donc que ça va bien vos affaires, ben on va augmenter les paiements de remboursement en conséquence. C'est hilarant. Arrive l'invasion de la Russie. Le PIB de l'Ukraine s'écrase naturellement. Peu importe à quel niveau il se trouvait au début de la guerre, il avait bien sûr augmenté quelque peu depuis 2014, 2015, mais arrive le début de la guerre, l'économie ukrainienne s'effondre. 2023, 2024, on commence à rebondir à travers l'investissement étranger, c'est la guerre elle-même, on met beaucoup d'argent pour la production industrielle, on mobilise l'économie au complet, et donc on a une petite croissance malgré la guerre, parce qu'on a eu ce tel choc, écoutez, le rebond sur papier nous montre une croissance d'environ 4, 5, 6 %, dépendamment des calculs, de l'économie ukrainienne au cours des 2 ou 3 dernières années, spécifiquement 2024 et 2023. Ce qui, en vertu de l'accord, déclenche automatiquement
un paiement beaucoup plus important de l'Ukraine. Et là, l'Ukraine dit « Wow, 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 wow! Cet accord-là a été signé dans un monde où on présumait que si on avait une croissance de 3, 4, 5 %, c'est parce que ça va bien. C'est parce que l'économie ukrainienne est en croissance. À aucun moment dans l'accord, on fait référence à un point de référence quelconque. On dit une croissance économique une année sur l'autre. Alors donc, les Ukrainiens aujourd'hui, après cet effondrement de leur économie, on a une modeste reprise, si on veut, économique, et ça déclenche des nouveaux paiements de l'ordre de quelques 600 millions de dollars sur la dette ukrainienne qui date de 2015. Et pourquoi je vous parle de tout ça? L'Ukraine essaie de restructurer cette dette parce qu'on n'a pas l'argent pour faire le paiement. Et cette semaine, les créditeurs ont refusé, ce qui place l'Ukraine dans une situation de quasi-détresse. On est dans une situation d'urgence financière où on espère qu'il va y avoir un accord entre les créditeurs et le gouvernement ukrainien au cours des prochains jours, parce que l'Ukraine pourrait se retrouver en défaut de paiement, ce qui en soi des impacts extrêmement graves sur le reste de ses emprunts, notamment sur quelques 15 milliards de dollars qui lui ont été prêtés par le FMI. Et là, le FMI nous dit « Attention, là, si vous tombez en défaut de paiement, nous, il faut qu'on restructure notre 15 milliards aussi. » Le profil de risque vient de changer considérablement. Alors là, vous avez les créditeurs, tous ceux qui ont prêté de l'argent à l'Ukraine, qui commencent à vouloir leur argent et qui ne sont pas en mesure de se faire rembourser. Et on voit le début d'une panique. L'Ukraine a annoncé jeudi qu'elle n'avait pas réussi à conclure un accord pour restructurer 2,6 milliards de dollars à titre de dette, augmentant ainsi son risque de défaut. Le ministère ukrainien des Finances a déclaré qu'il n'avait pas accepté une proposition des groupes d'investisseurs détenant des bons de souscription liés au produit intérieur brut du pays, avant un paiement dû vers la fin du mois de mai. L'Ukraine entend poursuivre le dialogue avec les détenteurs de bons et envisage toutes les options de restructuration disponibles. Sans accord, Kiev pourrait être bientôt amené à décider d'effectuer ou non un paiement d'environ 540 millions de dollars aux créanciers échangés sur les titres indexés sur le PIB, qui n'étaient pas inclus dans une restructuration plus large l'an dernier. La croissance du PIB ukrainien dépassant les 3 % déclenche le paiement des mandats. Le pays a enregistré un taux de croissance de 5,3 % porté par la production de guerre nationale et l'aide étrangère. D'ailleurs, le ministre ukrainien des Finances déclare jeudi que les garanties de PIB étaient conçues pour un monde qui n'existe plus. La modeste croissance économique de l'Ukraine n'était pas le signe d'une prospérité, mais d'un fragile rebond après un ralentissement de près de 30 % causé par l'invasion russe à grande échelle. Et là, ça nous amène au FMI, qui nous dit, le mois dernier, qu'un échec de la restructuration des bons constituerait un risque important pour l'Ukraine et la durabilité de ses autres accords de financement, notamment un accord de 15,5 milliards de dollars fournis par le FMI et un pacte de restructuration de 20 milliards conclu avec d'autres détenteurs de ces dettes souveraines. Donc, quelques 35 milliards de dollars de dettes ukrainiennes qui est sur la table actuellement et on se demande de où ça va sortir parce que les Ukrainiens refusent de faire des paiements, du moins de s'entendre avec les créditeurs, sur la dette existante d'il y a environ 10 ans. Donc, vous comprenez que ceux qui viennent de prêter de l'argent à l'Ukraine disent « Attendez un peu, allez-vous nous faire le même coup dans 5 ans, dans 10 ans? » Quand on va vouloir remboursement, on va dire les conditions ont changé. Alors, disons, la confiance et la probité du gouvernement ukrainien là-dessus, elle est en doute. On continue avec un dossier toujours sur l'Ukraine. En fait, 2 éléments, je pense, qui valent la peine d'être relevés. Premièrement, 3 éléments, on va y aller rapidement, disons. Premièrement, je veux pas tourner le couteau dans la plaie parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui sont des licheux de bottes de Vladimir Poutine. Je suis désolé de le dire comme ça, mais on a vraiment un élément de ça dans le discours public qui devient épuisant. Certains d'entre vous, vous êtes rares, l'écrasante majorité d'entre vous faites preuve de jugement, de discernement, de sang-froid et vous comprenez que personne ne se lève le matin pour être un tyran, mais personne n'est un ange non plus. Malheureusement, certains d'entre vous ont une tendance à systématiquement accueillir la propagande russe comme si c'était la vérité.
systématiquement, en prenant avec aucun grain de sel, en prenant pour acquis que tout ce qui est dit est vrai, et que si on dit quelque chose en Occident qui est nié par les Russes, forcément, on est en train de mentir et la Russie a raison. Des fois, absolument. Je comprends l'hésitation envers le discours populaire. Je comprends votre mise en doute du narratif. Je comprends votre hostilité embarquée avec le consensus, avec l'espèce d'unanimité et le discours noir et blanc qu'on voit en Occident. « I'm with you ». Je suis avec vous là-dessus. Là où je débarque, c'est quand vous n'appliquez pas le même filtre à la Russie et que soudainement, tout ce que dit la Russie, c'est vrai et tout ce qu'elle dit est faux. Ce qui nous amène à la question des soldats nord-coréens. Lorsqu'on avait parlé à la revue de presse de la présence nord-coréenne en Ukraine, spécifiquement dans la région de Koursk, plusieurs d'entre vous, quand je dis plusieurs, il y a une raison pourquoi je prends un moment pour en parler, c'est que ce n'est pas 3 ou 4, c'est 15 et 20. Ont pris de leur temps pour me dire que j'étais un incompétent, un ci, un ça, un vendu, parce que je prends la propagande de l'Occident et que je vous la diffuse et que je vous dis les Nord-Coréens sont en Ukraine. Alors que la Russie disait quoi? Quel Nord-Coréen? Une portion disait, bien, la Russie dit que c'est pas vrai. Manifestement, ça ne doit pas être vrai. Et on nous ment. As-tu des preuves des Nord-Coréens en Ukraine? C'est ce qu'on me disait. As-tu des preuves? On n'a pas de preuves de ça. On avait des photos, on avait des enregistrements radio. On avait des rapports depuis le front, des Ukrainiens eux-mêmes qui voient des Nord-Coréens se parler dans leur langue. Je veux dire, il y a un moment donné... Et aujourd'hui, on a Poutine qui, pour une première fois, reconnaît que les troupes nord-coréennes ont effectivement servi sur le front, en Ukraine, à Koursk. Poutine remercie Kim Jong-un pour les troupes nord-coréennes qui combattent contre l'Ukraine. Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a ordonné la construction d'un monument pour les soldats héroïques tués dans la guerre de la Russie contre l'Ukraine, alors que Moscou et Pyongyang font leurs premiers commentaires sur l'opération conjointe. Effectivement, la Corée du Nord et la Russie n'ont jamais reconnu publiquement qu'il y avait une présence nord-coréenne en Ukraine. Effectivement. Mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas vrai. Et ça ne veut pas dire qu'il faut prendre au mot tout ce qu'ils nous disent, surtout au regard de preuves et d'indications très fortes comme quoi, effectivement, ils sont au front. Je vous demande, s'il vous plaît, là-dessus, c'est correct d'avoir un doute envers ce qu'on nous dit en Occident, mais ça veut dire de garder le même discernement envers tout le monde. Si les Iraniens disent quelque chose, il faut le prendre avec un grain de sel et comprendre que ça vient de chez eux. Quels sont les intérêts de la Russie et de la Corée du Nord dans cette situation spécifique? C'est de nier aussi longtemps que possible. Pourquoi? Pour empêcher les sanctions. Tant et aussi longtemps que tu es capable de cacher que la Corée du Nord ou de nier ou d'entretenir un doute, tant et aussi longtemps que tu fais comme si c'était une incertitude. Et de quoi vous parlez? Ils ne peuvent pas répondre à ça, ou difficilement. On peut difficilement sanctionner la Corée du Nord, on peut difficilement nier jusqu'à la mort. Nier jusqu'à la mort. Vous ne pourrez jamais être convaincu, certain, jamais hors de tout doute que je vous ai menti. Parce que je continue à le nier. Alors, bon, l'attitude là-dessus avec la Corée du Nord, la Russie était très semblable. On savait manifestement que oui, la Corée du Nord était impliquée au minimum en approvisionnement et à partir, disons, des derniers mois de la dernière année, directement sur le front à Koursk. Alors là-dessus, je le répète et je le maintiens, s'il vous plaît, gardez-vous une gêne lorsqu'il est question des déclarations de la Russie, de l'Iran, de la Corée du Nord, de la Biélorussie, de tout ce monde-là qui est dans le même écosystème d'information. C'est pas parce que c'est le leur puis que c'est pas le nôtre que c'est nécessairement meilleur. Il y a beaucoup de mensonges qui se racontent. Il est important de voir ce qui se dit un peu partout. Vladimir Poutine, toujours sur la question de l'Ukraine, propose de stopper l'invasion de l'Ukraine le long de la ligne de front actuelle. Ça, c'est un retour fascinant sur notre segment de la semaine dernière, alors qu'on avait exposé à la carte la ligne de l'affrontement, où se trouve la ligne de front en ce moment en Ukraine, dans l'Est. Et, Poutine nous parlait à ce moment indirectement de prendre plusieurs territoires qui n'étaient pas actuellement occupés par la Russie, d'aller beaucoup plus profondément, d'aller prendre l'entièreté de la région de Donetsk. On parlait même d'aller jusqu'à Kharkov. On avait une présence russe projetée beaucoup plus importante pour prendre les deux rives du Dniepr également. Donc des ambitions territoriales de la Russie qui étaient extrêmement difficiles à réconcilier avec un processus de paix expéditif. Il aurait fallu, comme on le mentionnait, que l'Ukraine fasse des concessions considérables. Est-ce que ce n'était pas de la posture? Est-ce que ce n'était pas en soi de la gesticulation et de la négociation?
On le mentionnait en fin de segment, ce que la Russie est en train de faire, c'est un peu de montrer de quoi avaient l'air des objectifs maximalistes, de quoi avait l'air une guerre qui se continue. C'était une forme de négociation, en invitant les États-Unis à éviter ce scénario, à dire « on peut tout prendre, c'est ce qu'on veut ». On est prêt à faire une concession. Cette concession, elle a été déposée cette semaine. Ce n'est pas une concession du tout en passant, mais ça a l'air d'une concession à partir du moment où vous avez passé les jours précédents à parler d'un grand takeover de l'Ukraine de l'autre côté du Dniepr et d'avoir des territoires qui ne sont pas actuellement occupés par la Russie et d'enclaver l'Ukraine. On avait mis ça à la carte la semaine dernière. C'était le scénario catastrophe. Donc, la Russie nous a fait miroiter le scénario catastrophe pendant une période. Poutine, maintenant, tend la main aux États-Unis en disant « ça n'a pas besoin de se passer comme ça. On est prêt à geler le conflit sur la ligne d'affrontement actuelle. » Cette déclaration, il faut comprendre, elle vient après un autre développement qui est venu cette fin de semaine, alors que la Russie, toujours, nous informe qu'elle a repris entièrement le contrôle de la région de Koursk, que les Ukrainiens ont été expulsés, que la Russie contrôle maintenant l'entièreté de son propre territoire et qu'elle serait donc prête à lancer une nouvelle offensive sur Soumy, du côté de la frontière ukrainienne. Ça permet à Poutine d'y aller avec des déclarations de la sorte, comme quoi, maintenant qu'on contrôle l'entièreté de notre territoire, là, on est prêt à geler le conflit sur la ligne actuelle. Et là, on a quelque chose avec lequel on peut travailler. Côté négociation, ça semble plus réaliste. Après, justement, avoir fait miroiter un scénario catastrophe qui était totalement inacceptable, inadmissible, et un non-starter pour des négociations. Maintenant, on a un point de départ, alors que la Russie nous dit si on reste sur la ligne actuelle, on serait relativement satisfait, même si ça entraîne un certain nombre d'enjeux de sécurité. La réponse des États-Unis là-dessus, elle a été connue au cours des derniers jours également. En détail, en fait, alors qu'on apprend quels sont les paramètres de l'offre finale de Trump pour la paix en Ukraine. Voici des grands paramètres. Et en passant, Trump nous dit que ça doit se régler au cours de la prochaine semaine, sans quoi les États-Unis débarquent. Marco Rubio a fait une déclaration, le secrétaire d'État américain a une déclaration très semblable aussi, disant « ça doit se passer cette semaine, sans ça, c'est là qu'on va décider si c'est possible ». La proposition de Trump nécessiterait des concessions majeures de la part du président Zelensky, qui avait auparavant exclu d'accepter l'occupation de la Crimée et de certaines parties de 4 régions de l'Est de l'Ukraine par la Russie. Voici ce que la Russie obtient avec la proposition de Trump. Une reconnaissance par les États-Unis du contrôle russe en Crimée, une reconnaissance officielle et légale. Ensuite, une reconnaissance de fait de l'occupation par la Russie de la quasi-totalité de l'oblast de Luhansk et des parties occupées de Donetsk, Kherson et Zaporijia. Reconnaissance légale et officielle pour la Crimée. Le reste, l'Est, on nous parle d'une reconnaissance de fait. La nuance est importante. 3. La promesse de ne pas adhérer à l'OTAN. Pour l'Ukraine, bien sûr. Le texte précise que l'Ukraine pourrait adhérer à l'Union européenne, donc on n'exclut pas l'Union européenne. 4. La levée de toutes les sanctions. 5. Coopération économique renforcée avec les États-Unis, spécifiquement dans les secteurs de l'énergie et de l'industrie. Donc, les États-Unis deviendraient l'Allemagne de la Russie 2.0. Voilà un portrait qui me semble compatible avec ce qu'on a entendu, disons, des déclarations de Donald Trump au cours des derniers mois, dernières semaines. On nous reconnaissait d'emblée qu'il n'y aurait pas de temps, on reconnaissait d'emblée que la Crimée, il fallait laisser ça derrière. Et, bon, avec la déclaration de Poutine, comme quoi on peut geler le conflit sur les lignes actuelles, on nous parle d'une reconnaissance de fait, donc tout simplement de cristalliser le conflit. On aurait une frontière, si on veut, qui n'en est pas une, mais qui en pratique serait effectivement de la délimitation entre la Russie et l'Ukraine. La question serait juste de savoir maintenant, est-ce que l'Ukraine a des garanties de sécurité dans tout ça? On n'a rien sur la table. Absolument rien sur la table. Ce que l'Ukraine obtient avec la proposition de Trump, le retour d'une petite partie de la région de Kharkiv, occupée par la Russie, un passage sans entrave du fleuve Dniepr. Donc, l'Ukraine pourrait continuer à faire de la navigation sur le fleuve Dniepr. Et des indemnisations, une aide à la reconstruction pour reconstruire l'Ukraine. Donc, des indemnisations, aide à la reconstruction, même si on ne nous précise pas d'où viendrait le financement. Donc,
Probablement pas de la Russie, c'est ce qu'on comprend. Est-ce que ça viendrait à travers un investissement international privé? Est-ce que ça vient d'un investissement public, des gouvernements eux-mêmes qui pourraient être actifs en Ukraine? Je vous avoue que j'ai un gros doute là-dessus, c'est pourquoi on n'est pas trop épais sur les détails. Autre élément du plan, la centrale nucléaire de Zaporijia, on en avait parlé beaucoup aussi. Là-dessus, on avait des grosses questions en suspens. La plus grande installation de ce type en Europe sera considérée comme un territoire ukrainien, mais exploité par les États-Unis. L'électricité étant fournie à la fois à l'Ukraine et à la Russie. On avait aussi regardé cette possibilité à dire, attention, les Américains veulent potentiellement créer une petite enclave sous leur contrôle. Ce ne sera pas donc officiellement un territoire américain, mais ce sera une enclave, oui, sous contrôle des États-Unis, administrativement parlant. Le document fait référence à l'accord sur les minéraux entre les États-Unis et l'Ukraine. Donc, ça fait partie du deal, encore. On n'a pas oublié ça, toujours. D'ailleurs, la semaine dernière, je vous le mentionnais, on a eu un mémorandum qui a été signé, un mémo entre l'Ukraine et les États-Unis qui réaffirmait l'intention de venir à une entente. C'était un document qui ne valait pas grand-chose, mais on disait, dans le fond, on est toujours actif en négociation et c'est réitéré là-dessus encore. Maintenant, côté garantie de sécurité, on nous parle toujours d'un groupe de pays européens et potentiellement de pays non européens partageant les mêmes idées. Le document reste vague quant au fonctionnement de cette opération de maintien de la paix et ne mentionne aucune participation américaine. Donc, les États-Unis se lavent les mains de cette opération potentielle de maintien de la paix et disent plutôt, bien écoutez, si ça se produit, ce serait peut-être des pays étrangers qui viendraient aider. On présume des pays comme la Pologne, comme la France, notamment le Royaume-Uni. Donc, des éléments très intéressants là-dessus. Maintenant, la prochaine étape, c'est les négociations avec Moscou sur la base de tout ça. La semaine sera très active là-dessus. Attendez-vous à avoir des développements parce qu'on a des contacts directs maintenant entre le Kremlin et la Maison-Blanche. On n'est plus par intermission, on est vraiment à se parler au téléphone et avoir des relations directes. Et on peut donc présumer de développement rapide et qu'on en viendra peut-être pas à une entente finale, mais certainement à un cessez-le-feu sur la base de cette entente au cours des prochains jours. Pour continuer, on passe à l'écran. Il sera question de la crise entre le Pakistan et l'Inde et je veux qu'on se garde un peu de temps pour traiter tout ça. Alors, de retour à l'écran cette fois pour parler du conflit entre le Pakistan et l'Inde. C'est une situation qui retient l'attention de la communauté internationale et avec raison parce que, vous le savez, tant l'Inde que le Pakistan possèdent les deux l'arme nucléaire et ce sont des pays qui se sont fait la guerre à plusieurs occasions par le passé, spécifiquement en plus sur la question à laquelle on a affaire aujourd'hui, la question du Cachemire et du partage des eaux. En 1947, les Britanniques quittent le sous-continent indien et font ce qu'on appelle la partition des Indes. Ils divisent l'Inde entre différents territoires. En fait, je peux vous mettre à l'écran la partition des Indes et la forme que prend le territoire après le départ des Britanniques. Vous voyez ici, directement, on a donc un Pakistan qui est formé, deux Pakistans devrait-on dire, parce que le Pakistan oriental ici devient le Bangladesh en 1971, le Pakistan occidental qui est celui qu'on connaît aujourd'hui, et vous avez deux régions en particulier sur lesquelles je veux attirer votre attention, parce que les Britanniques nous disent, lorsqu'ils quittent, ils divisent le sous-continent indien largement sur les lignes religieuses. On dit les musulmans du côté du Pakistan et du côté indien, tous les autres, majoritairement les hindous. Il reste deux questions qui sont particulièrement problématiques à partir de ce moment. Le Cachemire, d'abord, qui est un État, une principauté depuis très longtemps qu'on appelait Jammu et Cachemire. Donc un territoire ici, dans les montagnes, et vous avez beaucoup de rivières. On y reviendra dans un moment, mais toutes les grandes rivières qui approvisionnent la région ici, une région extrêmement populeuse dans le nord de l'Inde et du Pakistan. On y reviendra aussi dans un moment avec une carte précise sur la question de la population. Mais vous avez vraiment une majorité de la population de la région qui dépend de ces grandes rivières descendant du Cachemire, qui est un peu le château d'eau de la région avec l'Himalaya. Ces rivières coulent vers l'océan Indien, traversent les territoires et traversent aussi les lignes de partage d'un pays à l'autre. Ce que ça crée, c'est un certain nombre de tensions parce que lorsque les Britanniques s'en vont, ils laissent la question du Cachemire en suspens, en disant « le Cachemire sera libre de déterminer ce qu'il veut faire ». Le Punjab, lui, une autre région, c'est extrêmement problématique. Cette fois, ce sera bien sûr la question sikh.
alors que vous avez une population sikh très importante qui se trouve des deux côtés de la frontière, mais qui est largement opprimée, spécifiquement surtout du côté pakistanais. Et donc, on se retrouve avec une grande population indienne qui se déplace de part et d'autre de la frontière, une population sikh, devrais-je dire, qui encore aujourd'hui forme un des groupes les plus présents en termes de diaspora à l'international, parce qu'une grande quantité de Sikhs ont quitté le pays suite à la partition de l'Inde et des tensions qui ont suivi au cours des années 60, 70, 80, etc. On a quitté beaucoup le territoire. Donc, le Punjab a toujours été une question extrêmement délicate entre l'Inde et le Pakistan pour le contrôle, mais aussi plus largement pour l'influence d'un côté comme de l'autre. Le Pakistan, de son côté, sachant qu'il y a quand même une grosse communauté affiliée avec ses intérêts, une communauté de certains musulmans notamment, qui sont du côté indien. Le Pakistan est accusé depuis un certain nombre d'années, en fait depuis l'indépendance, je devrais dire, de sponsoriser des groupes terroristes et des groupes hostiles aux intérêts indiens sur le territoire indien, spécifiquement dans cette région ici frontalière. Une région où, oui, les rebelles sont très présents, ils sont difficiles à cerner étant donné la nature du territoire, la nature de la géographie. Et donc, le Pakistan essaie de créer une espèce de zone tampon, sachant que l'Inde est largement plus forte militairement. Le Pakistan n'a eu d'autre choix que de s'adapter en conséquence. D'abord, on a l'arme nucléaire. C'est une réponse surtout à la posture indienne. Ensuite, l'utilisation des groupes ici, des groupes terroristes, des groupes hostiles aux intérêts indiens qu'on finance pour essayer de noyauter, si on veut, la région, c'est pour créer une zone tampon. Et ensuite, bien sûr, les services de renseignement pakistanais qui sont connus comme étant les meilleurs au monde ou parmi les meilleurs au monde avec le Mossad et les Américains, les Russes, etc. C'est quelque chose qui n'est pas très connu, mais les Pakistanais ont un service de renseignement absolument élite. Et c'est largement une réponse à cette posture indienne qui est un peu dominante dans la région, notamment sur la mer également. Donc, le Pakistan essaie tant que possible de gérer sa relation avec l'Inde à travers, un peu comme on le voit en Iran, d'une manière, à travers des moyens périphériques, pour essayer autant que possible de limiter les interactions directes entre les deux, sachant que si on réussit à avoir des acteurs qui agissent pour nos intérêts et qui servent un peu à projeter de l'influence sur les territoires indiens, ça aide beaucoup la posture pakistanaise. Donc, le Pakistan, depuis des années, est accusé d'aider, de venir en assistance, d'armer, sinon de se prêter refuge carrément à des groupes terroristes sur son propre territoire, alors que l'Inde perd graduellement patience vis-à-vis ce genre d'intervention. Le Punjab, le Cachemire sont des territoires qui sont donc toujours actuellement contestés par les deux pays. On pourrait même ajouter là-dessus la Chine. On passe à une troisième dimension pour bien comprendre de quoi il est question. Mais si on en vient maintenant au Cachemire lui-même, vous avez le territoire tel qu'il est divisé. Donc, un bout de l'Inde ici, en bas, Jammu-Cachemire, l'État lui-même, l'État princier tel qu'il existait avant les Indiens. C'était l'entièreté du territoire ici, tout ce qu'on voit à l'intérieur du bleu. Maintenant, cette région du Cachemire, anciennement l'État Jammu-Cachemire, est divisée entre trois États. La Chine a sa portion ici, les deux portions jaunes. Et c'est ici que vous avez vu des affrontements également avec les troupes indiennes dans le Ladakh, qu'on appelle pour ce qui est des Indiens. Le long de la ligne de partage ici, vous avez des affrontements qui ont été largement documentés entre l'armée indienne et l'armée chinoise. En fait, la tension est tellement grande le long de cette ligne de actual control qu'on appelle que les deux n'ont pas le droit de porter des armes. Ni les soldats chinois, ni les soldats indiens. Ça fait partie du traité pour ce qui est du partage ici du territoire. Les deux n'ont pas le droit de porter d'armement quelconque. Et c'est justement pour éviter le genre de situation auquel on a assisté il y a quelques années, si je me souviens bien, en 2019, alors que littéralement on s'est battu à mort, à main nue, dans les montagnes de l'Himalaya. Et ça a été un épisode assez traumatique pour les deux côtés qui a mené à une escalade considérable. Les Chinois ont pris le contrôle de ce territoire de manière un peu cocasse, en fait, alors que vous aviez le Pakistan et l'Inde qui se disputaient à savoir qu'est-ce qui est acquis. Secrètement, la Chine a construit une route à partir de son territoire, à travers l'axe Chine ici, pour permettre la construction d'infrastructures, permettre l'ajout de ressources additionnelles, militaires autant que civiles. Et les Indiens s'en sont jamais rendus compte.
Ils ont réalisé que la route était en train d'être construite, était presque terminée et il était beaucoup trop tard. Alors donc, il y a eu une pression avec la Chine. On a essayé de démarcher pour récupérer le territoire en question. La Chine n'a jamais voulu rien savoir. Et pour sécuriser, consolider sa revendication territoriale, les Chinois ont conclu une entente avec le Pakistan pour normaliser leur possession territoire en disant « Bien, on reconnaît votre portion si vous reconnaissez notre portion. » Pour l'Inde, bien sûr, c'est un gros problème d'avoir la Chine à ses frontières. Pourquoi? Spécifiquement à cause des rivières qui passent ici. On craint, avec raison, que la Chine ne bloque l'approvisionnement en eau à travers la construction d'infrastructures hydriques, comme des barrages hydroélectriques notamment. Le côté pakistanais, lui, vous voyez s'étend un peu ici. Vous avez la capitale, Islamabad, tout juste au bord de la frontière du Cachemire. On est tout près du Cachemire. Et encore une fois, il y a une raison. Parce que si vous regardez ici une carte de population, c'est la densité de la population pour le sous-continent indien au complet. Ce que vous observez, c'est que certes, l'Inde est très grande, certes, le Pakistan est un territoire considérable, mais la population est largement concentrée. Vous voyez ici le long de cette région, près de l'Himalaya. Et pour ce qui est du Pakistan, tout le long des rivières qui traversent son territoire. On a plus qu'une concentration, on a dit presque exclusivement des centres de population le long de ces grandes rivières. Et pourquoi on est concentré près de l'Himalaya pour ce qui est des Indiens, de la population indienne? Encore une fois, c'est une question de climat et d'eau. Parce que l'Himalaya sert d'une énorme frontière qui permet au gouvernement, qui permet à la population indienne, de faire de l'agriculture, d'avoir juste une situation un peu plus enviable et d'éviter des grandes sécheresses et des chaleurs pratiquement invivables auxquelles on assiste dans le sud du pays. Maintenant, celui qui contrôle ces rivières, qui alimente ces grands centres de population, contrôle le sous-continent au complet. Et là-dessus, on en vient vraiment plus à une carte spécifique des rivières elles-mêmes et de la région, aussi montagneuse soit-elle, dans le nord ici. Vous voyez de quoi ça a l'air? Vous avez 6 grandes rivières qui quittent le haut du Cachemire et de l'Himalaya ici et qui coulent vers le Pakistan et vers l'Inde. Environ 70% de l'eau se dirige vers le Pakistan. L'Inde, grâce à un accord qui a été obtenu après une guerre en passant, presque immédiatement après la partition de l'Inde, le Pakistan et l'Inde se font la guerre et c'est notamment pour les ressources hydriques ici dans le nord du pays, étant donné qu'on a une concentration de la population, on voit clairement, il n'y avait pas de ligne. Maintenant, on ajoute une ligne et il y a un problème par rapport à qui va contrôler l'eau. L'agriculture ici, jusqu'à 25 à 30% du PIB du Pakistan est dépendant de la production de l'agriculture. Jusqu'à 40% de la population est impliquée directement en agriculture et on parle jusqu'à près de 50% du PIB du Pakistan qui serait touché directement dans l'éventualité où on perdait l'accès à ces grandes rivières et on faisait face à une sécheresse quelconque. Maintenant, en raison de la configuration de la montagne et des rivières, certes, elles se dirigent toutes vers le Pakistan, ou à peu près, mais elles prennent presque toute origine en Inde. Ce qui nous amène à un problème. Les Indiens ont toujours fait miroiter la possibilité qu'ils pourraient couper le robinet au Pakistan dans l'éventualité d'un conflit. Vous le comprendrez, ce serait une catastrophe. On parle de dizaines de millions de personnes affectées, peut-être pas de décès, mais des gens qui seraient sujets à une famine, à une crise humanitaire majeure, et on aurait probablement un mouvement de réfugiés, et en passant dans une situation pas particulièrement enviable, parce que vous êtes un réfugié pakistanais, dites-moi, dans quelle direction vous migrez? Vers le nord? Vers l'Himalaya? Totalement impraticable. Les seules portes de sortie terrestres sont essentiellement vers l'Afghanistan, vers l'Iran ou vers l'Inde elle-même. Alors, on a une population qui est essentiellement enclavée sur le territoire pakistanais et qui est en proie à la domination indienne sur les grandes rivières et sur les fleuves qui coulent vers le Pakistan. La Banque mondiale est donc intervenue au cours des années 60, si je me souviens bien, avec un traité qu'on appelait le traité de partage des eaux pour l'Hindou. Donc ici, à partir de la rivière Indou, du fleuve Indou qui coule et qui se divise en 6 tributaires majeurs, vous en avez 3 qui sont attribués à l'Inde, 3 qui sont attribués au Pakistan. Le Pakistan
est ouvertement, actuellement, en train de dire qu'il va couper l'eau au Pakistan dans les prochains jours. Ce qui nous amène donc aux événements récents. Ce qui s'est passé. On s'est parlé du terrorisme d'un côté, de part comme de l'autre. On s'est parlé des actions du Pakistan pour essayer de créer une espèce de tampon. Des terroristes pakistanais ont mené une attaque au Cachemire contre des touristes hindous. Une attaque sanglante, pour ne pas dire un massacre, où jusqu'ici, on nous dit quelques hommes, au moins 3, seraient sortis de la forêt dans un lieu touristique, auraient demandé ouvertement aux hommes sur place de s'identifier pour qu'on puisse partager les hindous des musulmans. On a laissé les musulmans partir et on a tué tous les hindous, on nous dit short range, at close range, donc on imagine à bout portant. Ça crée tout un tollé, vous le comprendrez, en Inde. Une offuscation générale. La population est scandalisée et on appelle à une réponse. Le gouvernement indien, gouvernement nationaliste de Modi, avait déjà une posture, disons, plus serrée vis-à-vis le Cachemire. L'État du Cachemire, pendant très longtemps, en Inde, bénéficiait d'un statut semi-autonome, justement sachant qu'on l'avait récupéré un peu après la guerre, le bout du Cachemire, tout ça était contesté. Pour maintenir son pouvoir sur le Cachemire, le gouvernement indien lui avait donné un statut semi-autonome, pouvait diriger, avoir des compétences sur certaines de des questions locales. Ce statut semi-autonome a été révoqué par le gouvernement Modi en 2019. Donc, c'est déjà une situation relativement tendue. Le gouvernement Modi avait déjà une posture beaucoup plus rigoureuse et ferme, si on veut, face à la question du Cachemire. Et on avait ouvertement menacé le Pakistan qu'il devait cesser ses activités dans la région, sans quoi il y aurait des conséquences. Il y a déjà eu, d'ailleurs, des frappes aériennes par l'Inde sur le territoire pakistanais, si je me souviens bien, en 2019 ou 2021, spécifiquement sur cette question aussi. On disait qu'on allait répondre, on allait frapper les forces pakistanaises directement là où ils avaient refuge, sur le territoire pakistanais. Aujourd'hui, suite à cette attaque, en Inde, par des terroristes pakistanais, le gouvernement pakistanais lève les deux mains en l'air et dit « on n'a rien à voir là-dedans, on ne les connaît pas, on n'a jamais vu ces gens-là et on est même prêt à une enquête internationale neutre et impartiale. » Quiconque veut mener cette enquête, on lui ouvre nos portes et il peut venir voir quelles sont les connexions, peu importe, entre gouvernement pakistanais. Largement, on essaie de gagner du temps. Parce que l'armée pakistanaise n'est pas du tout en mesure, disons, de faire face à l'armée indienne actuellement. Côté économique, côté allié également, on n'est pas du tout dans une posture pour aller en guerre face à l'Inde. On pense à la Chine, on pense à l'Iran également, qui sont proches typiquement du Pakistan. On pense à la Turquie également, alors que de son côté, l'Inde est très proche des États-Unis, très proche de la Russie, on pourrait le dire, et du reste de la communauté internationale, un peu plus que le Pakistan. Alors, cet affrontement est vraiment en train de prendre des dimensions démesurées, alors que l'Inde dit se préparer à frapper le territoire pakistanais au cours des prochaines heures. Les Pakistanais sont actuellement en préparation militaire. On a des exercices de part et d'autre des deux côtés de la frontière, alors que les deux armées se préparent à ce qu'ils prévoient être un affrontement direct. L'Inde, en réponse à cette attaque, beaucoup plus qu'une réponse militaire et que de bannir les diplomates pakistanais. On a fermé la frontière entièrement, on a interrompu tout commerce entre les deux pays. Encore plus que ça, l'Inde, pour la première fois depuis les années 60, n'a pas menacé, carrément mis à exécution. On a suspendu le traité de partage des eaux vers le Pakistan. Et encore plus, on dit ouvertement qu'à partir de maintenant, le gouvernement indien va prendre toutes les actions nécessaires pour que plus une goutte ne coule vers le Pakistan. On s'entend la gesticulation politique là-dedans. Il y a un peu de bellicisme. Est-ce qu'on va vraiment aller aussi loin? Est-ce que c'est une posture de négociation pour montrer le levier stratégique immense qu'on a sur le Pakistan? Il y a un peu de tout ça. La question est donc de savoir, est-ce qu'il y aura un affrontement militaire direct entre les deux? Beaucoup de ça va être déterminé au cours des prochaines heures, des prochains jours, alors que le Pakistan cherche une détente, manifestement.
cherche à éviter que ça escalade parce qu'il sait qu'il est en posture de faiblesse. Il sait qu'aucun de ses alliés ne va venir à son aide. Actuellement, le seul qui pourrait vraiment peut-être assister, ce serait la Chine, et la Chine ne veut rien savoir d'une escalade avec l'Inde. Vous comprenez comment la situation pourrait dégénérer. Donc la Chine regarde de l'extérieur, appelle au calme, appelle au sang-froid, comme le reste de la communauté internationale, mais ce qu'on a devant nous en ce moment, c'est une crise multidimensionnelle, une crise religieuse, une crise territoriale, une crise géopolitique, une crise hydrique avec l'approvisionnement en eau, une crise énergétique également, et une potentielle famine. Alors, le grand débat, si on veut, c'est savoir à quelle vitesse les Indiens sont en mesure de vraiment couper l'approvisionnement en eau vers le Pakistan. S'ils décident demain matin, ils nous ont déjà dit qu'ils allaient le faire. S'ils décident demain matin de mettre à exécution la menace, il y en a quand même pour quelques années avant que ça se matérialise. Parce qu'au-delà du discours belliciste de l'Inde, il y a quand même des réalités pratiques de l'ingénierie civile, au sens où même si vous voulez bloquer une rivière, comment? Il faut soit la dévier, ce qui est quand même très complexe et qui va demander des années aussi en termes de construction d'infrastructures, de planification, logistique, etc. Ou soit vous devez la retenir en construisant un barrage avec un réservoir qui, pendant une période, peut-être retiendrait, mais éventuellement, le barrage, il doit laisser couler de l'eau. On ne peut pas avoir des barrages qui retiennent de l'eau à l'infini. Il y a une capacité de réservoir avec chacun des barrages en fonction de l'infrastructure. Donc, déjà, les experts disent faites attention. Oui, l'Inde dit ouvertement être en train de prendre des actions pour bloquer l'eau vers le Pakistan, mais même si elle faisait tout en son pouvoir et qu'elle dédiait une quantité de ressources énormes à saboter l'approvisionnement en eau du Pakistan, il y en aurait quand même pour plusieurs années. Parce qu'il y a une raison quand même si ce territoire est encore contesté, au-delà du fait que ça a été partagé à moitié par les Britanniques et que c'est un peu n'importe quoi, c'est surtout que le territoire est extrêmement difficile d'accès. Il y a une raison aussi pour laquelle les Chinois ont pu construire une route sans que personne s'en rende compte pendant des années. C'est parce qu'effectivement, il y a très peu de présence humaine, c'est un territoire qui est un peu négligé, et la seule importance vraiment stratégique qu'il a, c'est l'apport en eau. Celui qui contrôle le Cachemire contrôle le château d'eau du sous-continent indien au complet, et c'est donc la crise à laquelle on assiste en ce moment, à savoir qui en prendra le contrôle. Attendez-vous au cours des prochaines heures à différents scénarios, soit une escalade directe entre l'Inde et le Pakistan, c'est encore très possible, peut-être pas nécessairement une guerre conventionnelle, hein? Escalade directe, affrontement, on a déjà des échanges de feu en passant le long de la frontière, on a déjà des échanges de tirs entre l'armée pakistanaise et les forces de sécurité indiennes. Ça a été rapporté à plusieurs endroits le long de la frontière, donc la question n'est pas de savoir est-ce qu'il va y avoir des affrontements, c'est plutôt de savoir jusqu'où ira l'armée indienne. Est-ce qu'on aurait une incursion sur le territoire pakistanais pour aller déloger ce qu'on estime comme des éléments terroristes? Quelle serait la réponse du gouvernement pakistanais advenant une incursion de l'armée indienne? Quelle forme prenait cette incursion? Est-ce qu'on parle d'une attaque aérienne, d'une frappe aérienne comme on l'a fait il y a quelques années, ou est-ce qu'on parle d'une force terrestre qui avance sur le territoire pakistanais? Vous comprendrez que ça change considérablement la situation. Alors, le reste du monde retient son souffle. Tout le monde, à part à peu près les États-Unis et Trump, qui disent « They'll figure it out. Ça fait des années qu'ils se font la guerre, ils vont trouver une solution à tout ça. » Moi, la question spécifique de l'approvisionnement en eau ici, c'est pas la première et c'est pas la dernière fois qu'on va se faire la guerre sur cette question. Alors, portez attention au développement au cours des prochains jours. Alors, c'est déjà tout pour cette revue de presse du 29 avril 2025. Je vous remercie tout le monde d'avoir été avec nous. Si vous avez des suggestions, propositions de sujets, c'est toujours un grand bonheur de les recevoir et de les traiter durant l'émission. Suivez les développements tant sur le Pakistan au cours des prochains jours que les négociations avec l'Ukraine. Ce sera certainement des dossiers qui vont retenir l'attention du monde entier et cette élection canadienne auquel on aura probablement des résultats au cours des prochaines heures. Alors, je vous remercie mille fois d'avoir été là. On se revoit la semaine prochaine. D'ici là, semez l'amour, partagez l'espoir. Au revoir.